d'ouvrir la marque de sa formation. Et 14 aussi. Quand ce joueur a le ballon. Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois sur le plateau le président du CSM, Alain Arconte. Bonsoir, président. Bonsoir, Richard. Deuxième invité, Alain Movani, qui est le secrétaire général de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir. Bonsoir, Richard Etienne. Alors, et puis évidemment Steve. Bonsoir, Steve. Bonsoir, Richard, et bienvenue aux invités. Alors, est-ce que vous avez retrouvé la pêche, puisque je sais que ça n'a pas très fort la semaine dernière. Oui, une grosse angine, et puis bon, une bonne semaine, donc ça a permis d'un petit peu de bien se requinquer pour ça. Donc, on a eu peur que ce soit le Covid, mais au final, c'était qu'une grosse angine. Donc, ça m'a permis de récupérer, et puis j'ai pu regarder tranquillement aussi les rencontres à la maison. Très bien, parfait. Il a marqué de son empreinte le football guadeloupéen, surtout dans son club, à savoir le CSM. D'abord, en tant que joueur, puis technicien, évidemment. Directeur de la régie des sports au Moule, eh bien, Aliwana nous a quittés hier matin à l'âge de 63 ans. Le parcours exceptionnel de cet homme, avec vous évidemment, Alain Arconte, vous êtes, et tiens, je tiens à le préciser, vous êtes le président de ce club mythique, le CSM. Et c'est à ce titre que vous êtes donc sur le plateau pour nous parler de cet homme que vous avez très bien connu. Merci du reste de nous faire l'honneur d'être présent sur le plateau de Canal 10. Alors, c'est quelqu'un que vous avez très bien connu, Aliwana. Que j'ai connu, j'ai très bien connu en tant que joueur, en tant qu'éducateur, en tant que directeur de la régie des sports et en tant qu'homme. Vous savez, la vie réserve quelquefois des surprises, il y a de ces raccourcis qui prêtent à réfléchir. Je quitte le crématorium hier matin parce qu'il y avait la crémation de Roland Siodan, ancien président du CSM. Il me faut 5 à 6 minutes pour arriver au local du CSM. Et là, le téléphone sonne et j'apprends qu'Ali est mort. J'avoue que j'ai eu du mal à réaliser tout de suite. J'ai appelé José, son frère. J'ai dit, José, dis-moi que c'est pas vrai. José me dit oui, que c'est vrai. Il était en pleurs, il était en larmes. Il me dit que c'est vrai, Ali était mort depuis, il y avait une heure. Donc c'était la consternation au CSM, consternation à Moule, consternation dans le monde du football guadeloupéen. Ali a commencé relativement jeune au CSM, c'était l'époque de Sully Mariette et de moi-même quelque part. Et Ali c'était un joueur de devoir, dans le bon sens du terme. C'était dur à passer, c'était un défenseur irréprochable, très dur avec lui-même, comme il a toujours été durant toute sa vie, très dur avec les autres. Il a été pendant un bon moment capitaine du CSM. Oui. Et Sully avait très tôt décelé chez Ali qu'il allait devenir un très 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 grand éducateur, parce que Ali avait toujours une remarque très bien ciblée, très judicieuse à faire après un match ou même pendant un match. Il avait déjà l'écoute des joueurs et évidemment il avait aussi l'oreille de Sully Mariette. Et il était, on l'oublie très souvent, il était à Paris lorsque nous avons joué contre Blois. On n'a pas eu l'occasion de le faire participer effectivement au match, mais il était là. Comme il a été là dans toutes les grandes batailles que le CSM a menées durant une dizaine d'années, lui en tant que joueur. Donc il est devenu très tôt l'éducateur qu'on avait déjà décelé en lui, à l'école de football d'abord, à l'école de football. Et il a pu redonner à l'école de football ses lettres de noblesse, école de football qui a été créée en 1976, je crois qu'on l'oublie trop souvent, école de football qui a vu naître des footballeurs tels Jean-Laurent Le Borgne, qui sont devenus, après, Jean-Laurent Le Borgne a été le capitaine de l'équipe dirigée par Aliwana. À l'école de football, il a fait un travail extraordinaire. Il a su... Ali avait beaucoup d'autorité,
mais une autorité qui était empreinte de convivialité, toujours un sourire. Il disait faites ça en souriant. Et peu de gens résistaient à Ali. C'est vraiment une perte énorme pour le football moulien, pour le sport à Moule. Oui. Je n'oublie pas qu'il a été entraîneur de la Juventus. Ben oui, Il a été entraîneur de la Juventus parce que... Et de l'ASM aussi. Et de l'ASM après. Il a été entraîneur de la Juventus parce que Ali, il avait envie de revivre ce qu'il a connu en 1994, 1995, 1996, être à la tête d'une équipe en DH. Et c'était difficile, évidemment, à l'époque au CSM. Et il nous a gentiment expliqué qu'il avait des propositions de la Juventus. Vous voyez, Sainte-Anne, c'est tout près du Moule, hein, quand on passe par Douville. Il avait des propositions de la Juventus, propositions qu'il a acceptées. Il n'y a pas eu de problème à ce moment-là avec Ali, bien au contraire. Puis après, il a quitté la Juventus pour aller à l'ASM. Et en fait, l'ASM, c'est le dernier club, la dernière équipe qu'il a entraînée. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est cet homme, c'est sa vision. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il voyait un joueur, il disait, combien de fois qu'il a eu l'occasion de me le dire, ça, celui-là, ben, il sera un bon. Et quelques temps après, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est quelqu'un qui joue dans l'équipe première de CSM, par exemple, voire même de la sélection. Vous savez, au CSM, nous avons un cas très particulier dont Sully Mariette et moi, nous parlons souvent. C'est un jeune qui s'appelait Folleville, qui est arrivé, je ne sais plus en quelle année exactement, et sans être ironique, je disais que Éric Folleville mettait à peine un pied devant l'autre. Et Ali nous a dit que ne vous inquiétez pas, ce gars-là jouera au football. Et 4 ans après, 4 ans de travail, 3 ans de travail, 3 ans de patience avec Ali Wana, Éric Folleville était convoqué en sélection. Et ça, je crois que cet exemple caractérise à lui tout seul ce qu'était Ali Wana comme éducateur, comme formateur, comme visionnaire, comme vous le dites là. Il savait déceler les qualités de tel ou tel jeune. Et Ali a toujours cru dans la politique des jeunes. Ali est un fervent défenseur de la politique des jeunes. Nous avons écrit un fascicule il y a 10 ans pour les 80e anniversaire du CSM. J'ai pris un plaisir à le relire, une interview de 3 pages qu'Ali nous avait donnée, j'en ai la chair de poule, sur l'école de football et la vision qu'il avait de l'école de football, d'une école de football, en particulier de celle du CSM. J'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire, messieurs, avec Ali Wana et Sully Mariette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sully, à un moment donné, il avait quelques petits soucis de santé. Donc, il était chez lui et Ali était l'entraîneur de ce club du CSM. Et Ali qui lui disait, qui lui expliquait les phases de jeu, et lui, de chez lui, Sully Mariette, de chez lui, il expliquait à Ali Wana ce qu'il fallait faire. Ça, j'ai beaucoup apprécié ce comportement. Peut-être que vous êtes aussi au courant, si président. Si, mais je suis au courant encore de plein d'anecdotes, parce que j'étais très proche de Sully, puisque nous avons eu la responsabilité de l'équipe ensemble pendant au moins 3 ans. Ali avait ceci de particulier, qu'il souriait tout le temps. Ali souriait tout le temps. Et en même temps, il était très autoritaire. Il savait se faire respecter. Mais il était à l'écoute. Des éducateurs qui l'ont formé quelque part, comme Sully Mariette. Il a été très à l'écoute aussi d'un gars comme Jean Mathurin, sur tous les aspects tactiques de Jean. Je me souviens encore des discussions que nous avions lorsque Jean Mathurin a, entre guillemets, imposé le 4-4-2 au CSM. Et Ali était l'un de ceux
à avoir vraiment appuyé cette initiative avec Sully Mariette de Jean Mathurin de faire jouer le CSM en 4-4-2, ce que nous avons fait notamment en CONCACAF en Haïti. Et les joueurs qu'Ali a formés lui sont éternellement reconnaissants. Des joueurs comme Gradel Raphaël, qui est devenu très proche d'Ali par la suite. Et lorsqu'Ali a pris la direction, du sport à Maule, il a su amener avec lui tous ces jeunes qu'il a connus dans les différentes équipes du Maule pour les initier à la gestion du sport à Maule. Je crois qu'Ali nous manque déjà énormément et Ali va nous manquer encore beaucoup plus dans les jours et mois et années à venir. Oui. Alors, est-ce que Steve, c'est sans doute quelqu'un que vous avez connu aussi? Oui, qui avait beaucoup d'humilité. Et c'était pas une personne avec des grands discours, mais c'était un homme du terrain. C'était un passionné. Il savait ce qu'il faisait avec les jeunes, il savait comment encadrer, il savait tenir des séances, il savait donner la dynamique positive aux jeunes. C'est vraiment quelqu'un qui était du terrain et c'était un passionné. C'est-à-dire qu'il lui fallait ça pour exister. Personnellement, il avait besoin d'être au milieu des enfants et je le dis parce que c'est le premier tournoi international que Ivan est parti en métropole sur le mai, dont il avait gagné, et il faisait partie avec Aliwana du district à l'époque, et ils étaient partis, et il y avait bien sûr lui, il y avait Makaba qui était avec dans le groupe, Monsieur Obidol aussi du Moule, et il y avait Villeroy aussi, donc, mais c'était des gens qui étaient vraiment passionnés, qui donnaient cette dynamique aux jeunes et cette envie de continuer et toujours de progresser et d'apprendre. Et pour lui, ce qu'il a expliqué tout à l'heure, de voir certains jeunes qui n'avaient peut-être pas le niveau pour sortir, pour lui, on sentait vraiment que c'était un challenge personnel à chaque fois. Je l'ai vu dans des équipes au CSM de jeunes, de faire monter des jeunes qui n'avaient pas spécialement de talent, mais arriver à un niveau qui leur permettait de jouer, même en R1 maintenant, et qui n'étaient pas spécialement les plus doués. Donc c'était vraiment un passionné du football. Ça lui a permis d'accompagner et de permettre aussi à notre jeunesse de s'exprimer au plus haut d'eux-mêmes. Donc c'est très important de lui rendre hommage parce que même moi, ça m'a fait quelque chose comme c'est vrai, d'entendre cette histoire. C'est vrai. Ouais, exactement. C'était vraiment quelqu'un du peuple, très apprécié par tout un chacun. Mais qu'il repose en paix, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais ajouter deux choses, si vous permettez. Très rapidement. Très rapidement. À l'école de football, Ali s'occupait toujours des joueurs qui étaient censés être les moins bons, systématiquement. Et si vous permettez, j'ai relu le long article qu'Ali nous avait consacré. Je vais vous lire une phrase qu'Ali a écrite ou a citée. « L'éducateur est le sachant. Certes, il ne sait pas tout, mais il sait plus que les autres en football par sa carrière, dans l'entraînement par sa formation et dans l'éducation pour sa formation. » C'est très, très révélateur. Oui. N'est-ce pas, Alain? Absolument, tout à fait. Alors, Aliwana, s'il faut retenir juste un mot de Ali, je pense que c'est le mot conscience professionnelle. Alors, Alain l'a dit autrement, il a dit homme de devoir sur le terrain. Effectivement, la conscience professionnelle d'Ali, c'était quelque chose d'extraordinaire. La conscience sur le terrain, mais la conscience aussi en dehors. Parce que je l'ai beaucoup connu le dimanche matin au Moule, ou dans le cadre de l'OMCS, on marchait souvent dans les campagnes du Moule. Et il était présent systématiquement, alors qu'en fait, rien ne lui demandait d'être là, puisque c'était un service qu'il avait organisé. Il pouvait rester chez lui, mais il nous accompagnait régulièrement. Et là, on parlait souvent football, puisqu'on était un peu derrière, on parlait beaucoup football. Et ce qui est important chez lui, effectivement, je crois que c'est un faiseur de joueurs. Voilà, un faiseur de joueurs. Et le président du CSM vient de dire qu'il prenait les moins bons pour en faire des hommes. Parfait. Alors, Alain Manvani, bien là, nous allons, puisque je vous laisse le micro en quelque sorte, nous avons une saison,
puisque je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Ligue guadeloupéenne de football. Donc je disais que nous avons eu une saison 2019-2020 qui a été amputée, c'est le cas, c'est le cas de le dire. Celle de 2020-2021 a commencé le 14 août. Eh bien, le Covid-19, au regard de la situation, laisse planer, j'ai envie de dire, le doute sur cette reprise. Alors, évidemment, il y a des questions importantes qui sont posées, comme par exemple ce championnat. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il ira à son terme? Ça, c'est déjà une première question. On peut déjà aussi se poser une deuxième question. Les joueurs qui sont testés positifs, par exemple, au Covid-19, eh bien, que va-t-il se passer? Et puis, il y a une troisième question, très importante aussi, pour couronner le tout, eh bien, le match à huis clos, l'impact que cela peut avoir sur les clubs, sur le plan financier. Alors, voilà 3 questions fondamentales qui sont posées aujourd'hui, concernant d'ailleurs cette saison version 2019-2020. 2020-2021 précisément. Voilà. On va donc commencer par la Covid-19, puisque nous avons terminé un championnat, si l'on peut exprimer la fin du championnat par le terme terminé, parce qu'en fait, il ne s'est pas terminé. Il a été suspendu en plein vol, puisqu'il a été suspendu au mois de mars, et nous avons recommencé alors que la Covid est encore là. Donc, d'abord, les circonstances qui ont prévalu à la fin de ce championnat ont été un peu particulières. On a donc décerné des titres de champion, ainsi que les récompenses en fonction de certain nombre de textes, un certain nombre de préconisations venues de la Fédération française de foot. Et donc, comme nous avons terminé plus tôt le championnat, nous avons beaucoup travaillé, et les membres du comité de direction ont beaucoup travaillé pour préparer cette saison. Et en fait, nous avons préparé une saison qui devait être belle, vraiment, qui devait être belle, avec une Ligue régionale qui s'y sentait un peu la poudre, puisqu'il y avait de très belles équipes qui étaient montées, et, une Ligue régionale 2 qui avait été épurée. Bref, quelque chose de bien. Malheureusement, la Covid est venue par là et il a fallu que l'on s'adapte. Alors, vous avez posé la première question, est-ce que le championnat se terminera? Je crois que personne aujourd'hui en Guadeloupe ne peut dire ce qui va se passer aujourd'hui. Oui. Il y a de telles incertitudes, des incertitudes sanitaires, des incertitudes sociales, des incertitudes professionnelles. Je pense qu'il faut relativiser tout et se dire que le football n'est peut-être pas la chose la plus importante, mais il est important que l'on joue au football. Il est important que l'on joue au football parce que ça retisse le lien de jouer au football. Et donc, je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui en Guadeloupe puisse penser qu'il faut s'arrêter de jouer au football. Il faut trouver le moyen de jouer au football dans les conditions sanitaires, avec la rigueur, avec le respect des préconisations, avec les gestes barrières. Bref, il faut le faire. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes adaptés très tôt en mettant en place des protocoles sanitaires venus des textes que nous avons travaillés avec, bien sûr, des textes venus de la 3F, du Haut Commissariat à la Santé publique, faire en sorte que nous puissions rentrer dans ce respect des gestes barrières, ce respect du protocole sanitaire. Honnêtement, je dois dire que nous avons beaucoup travaillé, nous avons reçu de la part des clubs beaucoup de satisfaction, parce que les clubs qui ont mis en place ce protocole sanitaire l'ont bien fait, le font respecter, alors que ce n'est évident pour personne. Donc nous en sommes là aujourd'hui. On n'est pas, comme dirait l'autre, de toute façon, on ne peut pas parler donc de décisions qui soient prises à titre définitif, parce qu'on ne sait pas. Effectivement, il y a des problèmes sanitaires. La deuxième question, qui à mon sens a toute son importance, et ça concerne justement les tests. Bon, quand ça concerne les joueurs, par exemple, qui sont testés positifs, est-ce que ça ne va pas fausser en quelque sorte le championnat? Bien sûr. Ou alors, parce que les joueurs qui sont testés positifs, forcément, s'il y en a plusieurs dans un club, qu'est-ce qui va se passer, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, c'est cette adaptation qu'il faut faire aux nouvelles conditions. Alors, nous avons donc un référent sanitaire qui est le docteur Elie Heller, qui est médecin à la Ligue guadeloupéenne de football et qui est le référent sanitaire référencé par la Fédération française de football. Il suit un certain nombre d'ailleurs de webinaires qui ont pour thème la Covid, comment faire, comment s'adapter à des conditions particulières. Et les textes sont clairs là-dessus. À partir du moment où il y a plus de
3 joueurs. Mhm. D'accord? Covid. Et sur une semaine glissante, cela signifie donc que le match peut être reporté. D'accord. Voilà. Donc, les textes sont clairs pour tout le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, de nouvelles discussions ont lieu qui vont faire que ce chiffre de 3 va peut-être être repensé. Mais pour l'heure, la règle est celle-là. Nous n'avons pas eu de problème dans nos différents championnats. Il y a Pour le eu moment. des clubs, il y a eu des clubs qui ont eu un Covid, voire 2 Covid sur un club de la Basse-Terre. Si, et il y en a un en Ligue régionale 1 qu'il y en a eu 3 Covid. Je crois que nous avons renvoyé le match. Voilà. Gardons ce point d'optimisme. Merci Voilà. pour cette deuxième question et surtout la réponse. Et puis la troisième, justement, je disais, ça concerne effectivement les matchs à huis clos. Puisque c'est vrai, le match à huis clos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de public. Alors s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de recette. Au niveau de la Ligue, qu'est-ce que vous avez prévu pour cela? Alors, au niveau de la Ligue, on a prévu des choses. Oui. À ma gauche, je regarde le président de club. Je le regarde. Et regardez un peu. Et ça dit clairement ce que c'est. C'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Parce que les clubs avaient déjà fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à une nouvelle situation, la situation pandémique. Ils avaient fait beaucoup d'efforts. Le huis clos aujourd'hui est une mesure très forte que je comprends en tant que citoyen responsable, que je comprends. Par contre, je comprends moins quand je mesure, que je compare ce qui se passe au foot et ce qui se passe ailleurs. D'accord? Si le foot ne peut pas recevoir de public, je peux comprendre. Mais d'autres lieux de spectacle reçoivent du public en cercle fermé. Or, il y a un texte qui dit bien qu'ils le reçoivent parce qu'ils ont un protocole sanitaire strict. Or, nous avons un protocole sanitaire strict. Mais aussi. ma question, Alain Mauvani, Oui. est-ce que vous, au niveau de la Ligue, c'est vrai parce que les clubs à ce moment-là souffrent énormément, est-ce que vous, au niveau de la Ligue, vous avez un budget pour ça qui répond à ça? Non, je disais d'abord que nous avons un protocole sanitaire strict, donc on peut peut-être en discuter, d'accord? Pour des 15 jours, on peut peut-être en discuter. Je crois qu'il faut faire jouer son rôle de responsable là-dessus et faire en sorte que la santé soit la première chose. Mais je pense qu'on peut peut-être discuter de huis clos. Alors, vous dites, la situation des clubs, elle est difficile. Elle est tellement difficile qu'à la demande du président Jean Dartron, les clubs ont été invités à faire remonter leurs dépenses, les officiels, que nous puissions prendre en charge les officiels, c'est-à-dire les arbitres, les délégués, et faire en sorte que les clubs ne puissent pas sortir de leur poche des sommes qui n'y sont pas rentrées. Voilà. Bien. Cela fait une sacrée somme pour 15 jours. Je vous dis que ça va nous coûter cher. 15 jours, ça va nous coûter cher. Si le huis clos devait continuer, la Ligue n'aurait pas les moyens de prendre cette responsabilité. Il faut préciser financière. que le huis clos, c'est jusqu'à la fin du mois. À la fin de jusqu'au 29, voilà. Normalement. C'est jusqu'au 29. Si le huis clos commençait, si le huis clos continuait, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, parce qu'à ce moment-là, la Ligue ne pourrait pas assurer. Il est clair, cependant, que les dépenses de huis clos devraient être prises en charge par les pouvoirs publics. Devraient être prises en charge. C'est au conditionnel. Au conditionnel. Est-ce que ça sera pris en charge après le 29 ou pas? Nous ne savons pas. C'est la vraie interrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une discussion, si je crois bien, une discussion entre les pouvoirs publics avec la Ligue. Ce sont des décisions officielles qui ont été prises. Nous avons écrit, effectivement, nous avons reçu une réponse là-dessus. Par contre, est-ce qu'elles seront prises en compte sur les 15 jours? Est-ce qu'elles seront prises en charge après le 29? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que si le football doit continuer avec un huis clos, il va falloir véritablement qu'on se réunisse et qu'on se dise dans quelles conditions on continue. Parfait. Merci en tout cas pour ces précisions, parce que vous savez, on est un peu pris par le temps, il faut continuer justement avec les différents sujets. Et le prochain sujet, ça parle justement du moule, puisque nous sommes allés du côté de la Dynamo et voir un peu évoluer ce club, surtout à l'entraînement. Eh bien, dans le cadre de notre rubrique Le Tour des clubs, je vous propose de regarder ce sujet.
Créé en 1960, la Dynamo, voilà des années que ce club attendait ce moment historique. Son rêve, depuis toujours, jouer dans l'élite du football guadeloupéen. Beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Alors, il n'est pas question de faire l'ascenseur. Pour atteindre cet objectif, les joueurs sont conscients. Seul le travail, accompagné de discours fermes, peuvent contribuer à cette exigence qui s'apparente à la vérité. Et je suis agréablement surpris. Bon, on m'avait déjà parlé de cette équipe. Et je crois que le président, puisque comment j'ai atterri à la Dynamo, c'est parce qu'on a un ami commun. Et quand il m'a présenté le projet, comme c'est un président qui le côté social l'intéresse énormément, et moi j'ai toujours dit que je ne veux pas être un entraîneur de foot seulement, je veux être un éducateur et aider les joueurs socialement et footballistiquement. Moi ce que j'ai envie c'est qu'ils progressent dans la vie et après un passage avec moi que ce soit vraiment des hommes. Oui, ce sera des hommes. Mais quand on arrive comme ça dans un club, c'est vrai qu'on se fixe des objectifs. Alors c'est quoi ces objectifs? Ben, les objectifs, tout d'abord, j'ai récupéré cette équipe. Bon, j'étais étonné qu'avec un effectif pareil, qu'ils étaient encore R2. Ça veut dire qu'il y avait un travail correct, un travail qui a été bien fait. Maintenant, les objectifs, je prends les matchs l'un après l'autre, comme c'est des matchs de coupe. Et si on arrive à mettre 5-6 équipes derrière nous, déjà être dans le groupe de 8, on sera le plus heureux du monde. Et puis après, bon, je ne vous cache pas que bon, je suis un compétiteur, mais moi je voudrais surtout calmer l'entourage du club qui pense déjà qu'on peut être dans les 4 premiers. Moi je ne sais pas comment les autres ils ont recruté. En tout cas, si on parle de moyens, et je crois au niveau du budget, on doit être avant-dernier, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a des équipes qui sont beaucoup plus riches que nous. En tout cas, vous êtes optimiste pour cette saison? Je suis très optimiste. J'avoue que bon, si j'arrive pas avec cette équipe, moi qui suis superstitieux, je ne vais pas trop l'avancer, ce sera un échec. J'aurais pas honte de dire que ouais, c'est un échec, il m'a manqué quelque chose. Mais voilà, il faudrait, moi je pense que cette équipe, avant d'avoir des ambitions, ce que je dis aux joueurs, je pense que vous avez le niveau R1 qui est un niveau qui est très élevé pour moi par rapport à la région parisienne. Merci beaucoup. Merci bien. Wiskad Willem avant-centre. Avant-centre, ce qui veut dire que tu es là pour marquer des buts. Exactement, oui. Oui, alors tu étais avec l'équipe de Saint-François. Finalement, tu as opté cette saison pour la Dynamo. Pourquoi? Bon, c'est un choix personnel. J'ai participé à la montée. C'était un de mes objectifs principaux. Donc bon, j'ai décidé de partir cette saison, mais c'est pas contre eux, c'est vraiment sportif. Voilà. Quand on est un attaquant, quand on est un buteur, en tout cas, on a envie de terminer parmi les tout premiers. C'est ton objectif? Oui, c'est un de mes objectifs, oui. Peut-être pas premier, mais parmi les 3-4 premiers, ça serait déjà très bien pour une première saison régionale 1. Et qu'est-ce que tu as vraiment envie de prouver avec ce club de la Dynamo? Bon, que je peux jouer dans les plus grands clubs de la Guadeloupe, en espérant que cette saison sera une bonne saison niveau but. Confiant? Oui, ça va, j'ai une bonne équipe derrière moi, donc ça devrait le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Petit Richardson. Oui, alors, Richardson Petit, beaucoup de clubs déjà, tu as fait déjà pas mal de clubs. Finalement, tu as atterri avec Dynamo, pourquoi? Déjà, c'est parce que c'est près de chez moi, c'est plus près. Et ouais, ça m'a évité le déplacement. Alors, c'est un challenge pour toi, le fait de venir avec ce club? Si, c'est un challenge. On se donne un challenge de finir dans les 4 premiers de la première poule pour pouvoir rester en R1. Est-ce que tu as une ambition toute particulière dans le football? Dans le football, non, là en ce moment non. Et sinon, là en ce moment mon ambition c'est de finir dans les 4 premiers du championnat global. Alors tout pour la Dynamo, hein? C'est tout pour la Dynamo. Merci beaucoup et puis bonne saison à toi. Merci à vous aussi. Défenseur de la Dynamo, bon, c'est vrai que c'est un retour un petit peu à la maison puisque tu y étais il y a de ça quelques années. Ouais, je reviens depuis janvier. Je suis retourné, donc j'ai vécu la deuxième partie de saison avec eux.
Avec cette montée, c'est ce qu'on espère depuis quelques années. On y est, donc on va faire tout pour y rester et bien figurer surtout. Alors, c'est quoi en gros ta motivation? La motivation, elle est présente parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de club dans l'élite. Donc forcément, la Dynamo n'a pas toujours été le grand club du Moule. Donc là, maintenant qu'on y est, on va essayer de bien y figurer et surtout mouiller le maillot et réussir de belles choses. C'est un véritable amour de la commune pour toi, puisque tu as quand même évolué avec le CSM aussi. Oui, effectivement, j'ai fait toutes mes classes au CSM, hein, donc depuis l'âge de 6 ans, 6-7 ans. Donc j'ai quand même gagné de belles choses là-bas. C'est maintenant revenir dans un club du Moule et pouvoir participer à des compétitions et gagner d'autres titres, ça serait bien pour gagner aussi le palmarès de la Dynamo. Parfait, merci. Et puis, excellente saison version 2020-2021. Pas de problème. Merci. Ben, à vous aussi. Alors, président Desbois, une équipe de la Dynamo qui se trouve actuellement dans la Régionale 1. Alors, c'est quoi votre ambition? Notre ambition, c'est de tenter de rester en Régional 1. On est monté, ça fait longtemps que le club n'avait pas évolué à ce niveau-là. Nous avons des joueurs qui sont venus avec nous, qui ont la capacité physique, technique. Nous pensons pour jouer un rôle de façon à préserver et conserver nos chances pour être l'année prochaine en Régional 1. Oui, alors c'est vrai que vous avez fait venir des joueurs de renom. C'était pour donner un véritable cachet à ce club? Il y a des joueurs qui sont avec nous depuis déjà 3 ans. Hein. Nous avons constitué ce groupe. En tout cas, quand moi je suis arrivé au club, la volonté était précisément de faire une montée dans les 5 années. Nous avons eu la chance de pouvoir arriver en Régional 1 bien avant. Mais nous avons des joueurs qui sont avec nous depuis 3-4 ans. Je peux citer comme Amadia, le gardien, qui est avec nous depuis le début en première division en 2017. Je signale que nous étions en 2017 en première division. Donc, nous avons encore recruté, nous avons fait définir des joueurs qui ne jouaient pas dans d'autres clubs. Hein, et nous avons fait un travail avec des techniciens de renom pour pouvoir arriver aujourd'hui à la R1 et pouvoir défendre nos chances. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir cette ambition de nous maintenir, de nous battre pour nous maintenir en Régional 1. Parce que comme je vous dis, hein, j'ai toujours défendu mes joueurs. Ce sont des joueurs polis, corrects, on n'est peut-être pas beau, mais on est respectueux. Et je crois que c'est ce qui est le plus important, être respectueux dans la vie, c'est avoir un beau cœur. Et puis bon, on dit bienvenue chez nous, et puis j'espère qu'ils reviendront plus souvent, ça veut dire qu'on aura de bons résultats. Il faut s'habituer, à un moment je ne parle plus, je crie. Parce que quand je crie, c'est à votre portée. Pourquoi on a pu avoir des bons résultats avec des équipes qui étaient au-dessus de nous? Parce qu'on glissait bien, on faisait l'appel contre appel, on avait toujours le sens du triangle, le porteur de balle avait 2-3 solutions. Il y a un moment que ça part un peu en vrille. Et jouer par rapport à notre qualité. Comme moi je vous l'ai dit, Stéphane, dos au but, il n'est pas bon. Un U15 peut l'arrêter. Mais si Stéphane il est dans le sens du jeu, il peut fracasser les gens. Alors Stéphane, il doit se mettre dans des conditions pour qu'il soit dans le sens du jeu. Mettez Stéphane dans les trucs. Moi, il écarte comme ça, donc son adversaire direct, vous lui mettez derrière lui, il va y aller, il va faire très mal. Vous l'avez pu voir. C'est par rapport, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes qualités, on arrive à se compléter. Pareil, Gaëtan, il n'a pas les mêmes qualités que l'autre. Par exemple, bon, moi, je pense aussi, Gaëtan, souvent, où tu rates des duels, parce que tu viens défendre comme ça. À l'entraînement, tu le fais, on défend comme ça. On défend comme ça, tu viens comme ça, le mec, il te fracasse le rein, le temps de revenir. Et à l'entraînement, on l'a fait, la technique défensive. Et moi, c'est des petits trucs que j'essaye. Je regarde les matchs, contrairement à ce que vous dites, je regarde vos matchs et puis je vois les petits détails, les petits problèmes. Et nous, on a notre gros problème qu'il faudrait qu'on arrive à gérer. Je ne sais pas encore qui c'est qui va commencer dans l'axe central, si c'est Stécie Popo, si c'était Lionel. Je profite pour le dire carrément Lionel. Autant que, bon,
tu es quelqu'un tu sors des trucs vite fait, moi, on l'a discuté. Moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu faire une semaine d'entraînement comme ça. Là, j'ai l'impression que dans un mois, tu vas retrouver le rythme qu'il faut. Regardez, vous n'avez pas triché à l'entraînement. Et ça, vous croyez que je ne vois pas? Après mes choix, je l'ai fait comme ça. Je vois que tu étais KO, tu étais dans le rouge. Tu as fait l'effort, on retravaille. Et je répète ce que j'ai dit. Pour le football, tu connais le football, tu peux jouer au football. Bah après, tu n'as pas encore la condition physique pour pouvoir un petit peu tout de suite. Mais ça va venir. Au moment quand tu vas rentrer, c'est un autre qui sera fatigué et on arrive. Mais moi, je vous capte, je vous vois, je regarde bien, je regarde un peu. Et pareil, c'est pour ça, avant hier soir, pourquoi l'entraînement, je vous ai laissé. J'ai dit, putain, j'ai mis la pression de temps, on a engueulé. J'ai laissé, voilà, style un peu coupe vacances. Là, vous avez bien décompressé. Et puis maintenant, les gars, moi, je répète, vous êtes mes bonhommes. Quand vous êtes mes bonhommes, vous êtes mes enfants. Et moi, je ne peux pas parler gentiment. D'ailleurs, oui, c'est vrai, il y avait un petit peu de l'arsène. Alors je disais, quand on entend parler Fidlin, qui est du reste le coach de cette équipe du CSCM, c'est vrai que de la Dynamo, c'est vrai, on sent qu'il est venu, Steve, dans ce club pour prouver quelque chose. Je pense qu'il est surtout venu pour apporter quelque chose, une rigueur, une discipline à une équipe qui peut-être pour franchir ce palier avait besoin de ça, d'une personnalité. On sent vraiment une grosse personnalité au niveau de l'entraîneur. Donc je pense qu'il a été recherché aussi par le président pour donner une dynamique un petit peu à leur équipe. Et surtout, quand on sait qu'une équipe vient de monter, elle est toujours sur une bonne dynamique. Et pour jouer sur du long terme, il faut installer quand même une politique et au niveau du sérieux, être présent. Et là, ce qu'on a entendu dans son discours, justement, c'est de parler de ça et de faire comprendre et rendre la conscience aussi aux joueurs que l'entraînement est important, oui. L'acidité pour permettre à chacun de jouer le mieux possible le week-end, donc, et de progresser ensemble. Donc oui, on sent que réellement, il y a une grosse motivation des joueurs, en vue aussi d'une équipe qui vient de monter, et même de l'entraîneur, d'un entraîneur qui est ambitieux. Il ne s'en est pas caché d'ailleurs dans son discours, comme le président. Ils sont venus au plateau aussi, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour figurer. Donc c'est positif pour même la ville du Moule, qui a quand même des clubs qui sont là, de CSM, qui sont installés, qui représentent quand même quelque chose à Moule. Donc d'avoir aussi un deuxième club qui leur pousse un petit peu et qui leur mette la pression. Et la rigueur, il faut dire aussi la rigueur, eh bien ça se passe aussi dans les vestiaires, pourquoi pas, oui. Dans les vestiaires. Et ça a été le cas justement, après le match, eh bien AS Gosier, Amical de Marie-Galante, parole des vestiaires. Écoutez. Mais il faut rester à l'écoute, les gars, il faut rester à l'écoute. On est dans le match. Zito, Dimitri, et restez sur votre match. C'est par vous que le match passe. Si vous êtes des espèces de cababiers, mais j'aurai demandé toute l'équipe là, les gars. Mon obligé de dire Dimitri arrêtez, tout joueur qui a crié Dimitri arrêtez. Restez dans le match, on est là-dedans. Ce qu'on a pu faire en première mi-temps, on peut répéter en deuxième mi-temps. Donc revenez dans la concentration. On a des joueurs sur le banc, on va procéder au changement au fur et à mesure pour garder la pression. Mais là maintenant, on ne revit pas ce qu'on a vécu devant la SS, il faut monter plus haut. Mais ceci dit, là, nous monter plus haut, derrière, les marquages sont sûrs. Pas de flottement encore. Tu as bien compris, John? Ne rentre pas dans l'axe, reste avec ton joueur un peu plus. On le cherche tout le temps. Restez rigoureux, organisé pour contrer cette équipe-là. Dans l'axe, Mike, tu ne dois pas perdre un ballon comme ça là. On l'a payé cash. Il y a un soutien, tu donnes. Il n'y avait pas de soutien. Devant moi, il n'y avait pas de soutien. C'est pour ça que j'ai hésité. Un soutien, c'est derrière. Oui, mais ils ont fermé. Quand tu vois bien, ils ont fermé sur moi. Allez, je ne pouvais pas. Je suis d'accord. Si je mets encore Néo, ouais, tu as raison. Oui, non, on ne peut pas le perdre. Il est trop précieux. Il est trop précieux. Oui, ok. Offensivement, il faut que ça aille plus vite. Beaucoup plus vite, les gars, beaucoup plus vite. Vous avez vu l'action de l'égalisation, là. Hein? Vous mettez de la vitesse dans le jeu, 1-2 touches, et puis vous mettez devant le but, et puis on est présent. Il faut qu'on joue plus vite. On ne peut pas jouer au rythme de cette équipe-là. Quand on va plus vite que cette équipe-là, elle fait des fautes. Oui, c'est vrai que
quand on entend parler, notamment Pascal Sylvestre, hein, on sent que les gars, normalement, on se dit, si, certainement, il faudrait qu'il rentre un petit peu dans son schéma. Mais après, c'est les consignes d'une mi-temps. Donc après, c'est un petit peu personnel. Hein. Je pense que c'est déjà bien qu'on ait des entraîneurs qui aiment, qui laissent un petit peu rentrer les journalistes. C'est un moment qui est assez intime. Et donc, ça nous permet de voir aussi ce qui se passe, parce que les gens se font aussi des idées dans le vestiaire à chaque fois. Et ouais, on a 2 discours différents. Après, on a 2 entraîneurs qui ont 2 tempéraments différents. Voilà, après c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique, donc il n'a pas grand-chose à dire aussi aux côtés d'AS Gosier, et c'est un petit peu rodé, donc il n'a pas beaucoup d'interventions à faire, c'est différent. Donc voilà, bon, je pense qu'en sachant qu'il y a la caméra aussi, le discours est différent. C'est pour ça, donc pour moi, je ne prête pas trop d'importance à ça. Je pense que c'est surtout avant le match le plus important. Oui. Et des discours qui peuvent se passer entre eux dans le groupe, internement, à l'entraînement aussi. Et c'est ceux-là les plus touchants. Alors c'est vrai qu'il y a le plus souvent, c'est les intervenants à la mi-temps, parce qu'il y a souvent le coach, mais deux fois il y a d'autres personnes, les adjoints aussi, qui sont là pour apporter ce que deux fois l'entraîneur ne voit pas. Donc le vestiaire, c'est une période qui est quand même une période où les gens se reposent, les joueurs se reposent, surtout à la mi-temps. Et c'est surtout redonner aussi la concentration, reprendre dans la continuité de ce qui a été dit de discours d'avant-match. D'accord. Voilà. Alors évidemment, c'est un sujet de nos amis de Guafoot. Oui. Il faut bien préciser, Guafoot TV. Guafoot TV aussi également, s'est penché sur le cas d'un certain, je ne sais pas si vous le connaissez, Steve, un certain Ivan Masson, qui a eu une semaine extraordinaire. Alors regardez ce sujet, vous allez voir, c'est très important. Regardez. Ivan Masson vient de passer une inoubliable semaine avec les Verts et tout avait débuté dès jeudi à Marseille. Dès la 6e minute, Masson déborde et centre pour Romain Amouma qui reprend du pied gauche. Résultat, une passe décisive pour une victoire stéphanoise historique en terre olympienne. Ivan Masson, qui il y a encore un an jouait en national avec Dunkerque, qui est l'incarnation du bain de jouvence dans lequel s'est plongé l'entraîneur Claude Puel, lui qui était venu le chercher, le premier, du haut de ses 22 ans, pour ce rajeunissement de la formation stéphanoise qui commence seulement à porter ses fruits. Peu connu, voire même inconnu, il s'appelle Yvan Masson, Nelson Sissoko, Lucas Guarnadoat, Aymen Moufiek, Ivan Neyou ou encore Adel Aouchiche, jeunes du Paris Saint-Germain, donc un peu plus connus, et ils sont tout simplement en tête de la Ligue 1. Depuis 41 ans, Saint-Étienne n'avait plus gagné ici, au Vélodrome. C'est une véritable surprise, c'est même historique, mais sur le match, c'est totalement mérité. C'est un vent de jeunesse, de fraîcheur qui souffle sur ce championnat. Saint-Étienne est leader de la Ligue 1 et ces jeunes ont offert à Claude Puel pour son 600e match sur le banc une très très belle récompense grâce à ces jeunes. Mais cette passe décisive n'aurait pas suffi à rendre inoubliable la semaine d'Ivan. Ce dimanche, c'est par un splendide but qu'il a certainement gagné définitivement ses galons de titulaire dans une formation désormais deuxième avec le même nombre de points que le leader Rennes. Saint-Étienne peut nourrir quelques regrets. Les Verts de Claude Puel menaient 2-0 cet après-midi sur la pelouse du FC Nantes après un but d'Aouchiche dès la 2e minute et ce très beau but d'Ivan Masson, révélation de ce début de saison. Mais Nantes va revenir d'abord grâce à Moses Simon, puis ensuite grâce à Renaud Aymon, tout juste entré en jeu en renard des surfaces qui évite au FC Nantes une 2e défaite d'affilée. Ce très beau but d'Ivan Masson, révélation de ce début de saison. Ce très beau but d'Ivan Masson, révélation de ce début de saison.
Et rappelons qu'Ivan Masson, dans la lignée de son père Steve, chien pas fait chatte, a été formé à la solidarité scolaire. L'occasion de rappeler ici la naissance, au sein de notre réseau de chaînes de foot, de Solidarité Scolaire TV sur YouTube. Bravo en tout cas à ce jeune Ivan Masson. Alors, je ne vais pas demander à papa des infos là-dessus, mais je vais quand même m'adresser directement à Alain Morvani. Alors, quand on voit évoluer ce gamin, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir et j'en parlais au papa qui a été l'avant-centre d'un club que je chéris depuis la nuit des temps. Ouais. C'était l'un des avant-centres talentueux de ce club. La solidarité scolaire. Bon chien pas fait chatte, c'est ce qui se dit. En regardant Ivan, je l'ai souvent regardé l'année dernière jouer avec Dunkerque. Et j'ai trouvé qu'il était extrêmement à l'aise avec Dunkerque. Et je me suis dit, passer de Dunkerque à Saint-Étienne, il y a quand même un palier qu'il va se donner le temps de franchir. Et j'ai été étonné de la rapidité avec laquelle il est passé du niveau de Dunkerque au niveau Saint-Étienne. Et puis, je crois que ce qui le caractérise, c'est sa capacité à s'adapter. Il a une très très grosse intelligence de footballeur. Ne rougis pas, hein, ne rougissez pas. Là. Non. Voilà, eh bien écoutez, messieurs, c'est vrai qu'on est vraiment pris un petit peu par le temps. Nous mettons un terme à cette émission, évidemment. Alors Alain, raconte le mot de la fin, très rapidement. Je voulais simplement présenter toutes les condoléances du club sportif moulien à la famille Wala, à sa femme, à ses enfants et à son frère José, qui lui aussi est un ancien joueur du CSM et qui vit ça vraiment très très mal. Kébéret José, Kébéret toute famille. Un très bon ami aussi, José. Alain Morvani. Eh bien, oui, également, les condoléances à la famille Wana, à Ali, que j'ai connu particulièrement, à sa famille, au CSM, à la Guadeloupe, puisque Ali appartient aussi au football guadeloupéen, et c'est un exemple de footballeur, et c'est un bel homme, voilà, au sens de l'homme bien dans sa personne, de l'homme honnête. Voilà, c'est un homme comme on aimerait en rencontrer souvent. Steve. Ouais, bon, après, tout a été dit pour Ali. C'est, moi, je peux même... les images, comme on dit, on vient de voir les images d'Ivan, mais c'est les images qu'il aimerait, je suppose, voir, parce qu'il a fait partie de ses débuts au niveau du football aussi pour lui, en sélection. Donc, je pense qu'il aurait été vraiment très heureux de voir ça. Donc voilà, c'est le résultat, voilà, un résultat de Aliwana, de quelqu'un qui a permis de partager sa passion et qui permet à d'autres encore. Et je pense qu'il a donné le relais à certaines aussi, qui sont importantes au CSM. Donc il faut rester dans la continuité et garder vraiment cette image de cet homme joyeux et sincère et honnête, on va dire. Tout à fait. Et je n'oublie surtout pas qu'il a œuvré avec moi en tant que consultant pendant 6 mois. Et ça, je crois qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Bien sûr. On a eu l'occasion de faire pas mal de matchs ensemble, lui en tant que consultant. Voilà, c'est quand même le mot de la fin, un petit peu triste. Bonne soirée à tous, les amis téléspectateurs, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bonsoir et à très bientôt. Bonsoir. Attention aussi.